Une production, Les Podcasteurs. Bonjour. Oui, bonjour. Vous savez, je suis toujours Marie-Robert. Depuis maintenant plus de 2 ans, j'ai une proposition à vous faire. Et si la philosophie devenait sexy ? Et si elle cessait d'être abstraite pour venir éclairer nos jours, comme nos nuits ? Et si elle quittait l'espace confiné des bibliothèques et qu'elle venait se faufiler dans notre quotidien ? Fini les dissertations et les mauvais souvenirs de terminale. Ici, on change de ton. La philosophie n'est pas une méthode à suivre, elle est un pas de côté. Elle nous permet de prendre du recul sur les gens, les choses, et aussi sur tout ce qui nous submerge. Soudain, par la magie des mots et du raisonnement, on aborde les événements de la vie autrement. Et on parvient même à trouver du confort dans des zones d'inconfort. Bref, on apprend à se faire du bien. C'est pourquoi, durant ces quelques minutes en votre compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que d'arrêter les compteurs et de partager une bulle de respiration. Laissons-nous inspirer et faisons ensemble notre désormais traditionnel petit pas de côté. On l'a dit, déraisonnable et dangereuse. On l'accuse d'être source de souffrance ou de désespoir. On la confond avec la pulsion et on lui attribue nos plus grandes erreurs. Et pourtant, nous la recherchons tous. Elle constitue le sel de nos vies, l'élan suprême qui donne une couleur pourpre à notre quotidien. La couleur du cœur, du rose aux joues, de la vie qui palpite sous les veines. Vous l'avez compris, le thème du jour est la passion, aussi dévorante que désirable. Faut-il la craindre ou la susciter ? Qu'en disent les philosophes et comment peuvent-ils nous inspirer ? Vous êtes prêts ? Je vous emmène dans une promenade que j'espère passionnante et passionnée. Sénèque, dans son essai De la colère, déclare « Les passions sont aussi mauvais instruments que mauvais guides. La condamnation est claire autant qu'immédiate. » Tandis que quelques siècles plus tard, c'est au tour de Voltaire d'affirmer que les vraies passions donnent des forces en donnant du courage. À travers ces 2 citations bien senties, toute l'ambiguïté de la notion se dévoile. Insensée pour les uns, la passion est indispensable pour les autres. Afin de choisir notre camp, il faut peut-être commencer par le commencement et comprendre quelle est son origine et sa curieuse histoire. Comme souvent, arrêtons-nous d'abord sur l'étymologie. La passion souffre de sa sombre origine, car le mot même vient du latin patior, pathie, homonyme du grec pathos, qui signifie souffrance, supplice, état de celui qui subit. En somme, la passion, dans son essence, est cette émotion forte, bien trop forte, éprouvée par une personne dont l'esprit est happé par quelqu'un ou quelque chose et qui ne parvient pas à se sortir de cette obsession. Dans la philosophie classique, la passion se traduit par une impulsion du corps. Elle est ce quelque chose qu'il nous est impossible de maîtriser et qui se voit dans notre chair. Dans la philosophie moderne, la passion est ce qui menace notre équilibre psychique, ce qui nous fait tanguer. Bien pire qu'une simple inclinaison ou un goût prononcé, la passion se caractérise par l'ampleur du territoire qu'elle conquiert. Il n'y a guère de place pour le reste. Contrairement à l'idée fixe, qui se situe sur le plan intellectuel, la passion est donc une affaire d'émotion. On pleure, on rit, on rougit, on s'agace. La passion nous en fait voir de toutes les couleurs. Et selon nos natures ou nos âges, nous voyons bien de quoi il s'agit. Qu'on se passionne pour une série Netflix qui nous empêche de dormir, pour le vélo le week-end qui nous prive de notre famille, ou pour un amant croisé à un bal, comme la princesse de Clèves rencontrant le duc de Nemours dans le roman de Madame de Lafayette, la passion est donc, de prime abord, un déséquilibre qui semble nous priver de liberté.
Et c'est pour cela que dans l'histoire de la pensée, elle n'a pas toujours eu bonne presse. Faisons le tour de ses détracteurs et de ses défenseurs. Fidèle à ce que nous disions en introduction, la passion se définit, selon Aristote, comme le fait de subir, le fait d'être mu et contraint par ce qui échappe à notre vouloir. Mais attention, cela ne signifie pas qu'elle est condamnable d'un point de vue moral. Au contraire, la passion est neutre car elle est purement passive. Tout comme on ne blâme pas quelqu'un dont le corps est malade, on ne blâme pas celui qui est sous l'emprise d'une passion. Ce n'est pas notre faute, la passion est là et nous en sommes les premières victimes. Dans l'éthique à Nicomaque, la passion se présente comme un mouvement qui modifie le comportement. Les passions telles que la colère ou l'amour provoquent des changements profonds dans le corps et aussi dans l'esprit. En somme, lorsqu'il est passionné, l'être humain est sous influence, presque aliéné. Mais c'est précisément pour ces raisons et cette influence que la passion peut être précieuse dans la rhétorique et dans l'art oratoire. Et oui, l'art de convaincre et de persuader ne cherche pas autre chose qu'à influencer. Un discours est réussi quand il parvient justement à altérer les mouvements de l'âme de celui qui les reçoit. Quitte à subir, autant utiliser la passion à des fins utiles. Le discours des plus grands orateurs ne cherche pas à être rationnel, mais bien à troubler l'âme, à l'impacter, voire de temps en temps à la manipuler. N'avons-nous pas en tête quelques dirigeants politiques qui savent, pour le meilleur et pour le pire, parfaitement utiliser cette fonction de la passion dans l'art oratoire? Le son de cloche est sensiblement le même chez les épicuriens et les stoïciens. Ces deux grandes écoles de l'Antiquité regardent la passion d'un mauvais œil. Pour Épicure, la passion empêche d'atteindre la paix du corps, nommée aponie, et la paix de l'esprit, nommée ataraxie, qui, dans l'ensemble, définissent le bonheur. Et oui, difficile d'être paisible quand on se passionne pour l'argent, le chocolat ou pour notre dernière rencontre Tinder. Car si chez Épicure le but même de la vie est le plaisir, celui-ci ne doit pas être entaché par l'agitation des passions. Et au fond, on perçoit assez facilement la nuance entre les deux. Le plaisir équilibré d'un côté et la passion dévorante qui submerge de l'autre. L'homme heureux est celui qui doit faire la part, parmi les plaisirs, de ceux qui sont susceptibles de déchaîner l'agitation des passions, et de ceux dont l'assouvissement peut au contraire contribuer à atteindre la tranquillité de l'âme. Le philosophe énumère ainsi les désirs, dont sa doctrine préconise de s'en détourner. Dans sa lettre à Ménécée, il écrit « Parmi les désirs, les uns sont naturels et nécessaires, les autres naturels et non nécessaires, les autres ni naturels ni nécessaires, mais l'effet d'opinion creuse. » La passion est donc à craindre chez Épicure, puisqu'elle ne permet pas ce juste équilibre, puisqu'elle tend vers ces désirs ni naturels ni nécessaires. Et surtout, si on observe l'effet de la passion sur nous, on se rend vite compte qu'elle peut être source de sensations désagréables. Chez les épicuriens, mieux vaut donc lui tourner le dos. Les stoïciens, quant à eux, donnent une image encore plus négative, encore plus noire et plus radicale des passions. Pour eux, les passions sont un désordre de la partie directrice de l'âme, le siège de la raison. La passion n'est pas l'opposé de la raison, mais pire encore, une raison pervertie, une raison qui s'est égarée, qui est devenue irrationnelle, qui a perdu sa maîtrise. Je vous vois déjà paniquer. Épictète en parle ainsi dans ses entretiens. Il écrit « La passion ne vient point d'ailleurs que du fait de se voir frustré dans ses désirs ou de rencontrer ce qu'on cherche à éviter. Voilà ce qui amène les troubles, les agitations, les infortunes, les calamités, les chagrins, les lamentations, la malignité, ce qui rend envieux, jaloux, passion qui empêche même de prêter l'oreille à la raison. »
Le tableau est sombre, n'est-ce pas? Les stoïciens définissent les passions comme des commotiones animi, des perturbationes animi. Inutile de parler latin pour le saisir, les passions sont des maladies de l'âme qui perturbent le rapport de l'âme à l'ordre naturel, c'est-à-dire la compréhension de l'univers. Bref, chez les stoïciens, là encore, elles sont à fuir pour celui qui cherche l'épanouissement. Alors avouons que ce petit tour dans l'Antiquité ne donne pas très envie de s'adonner à nos passions. Qu'en est-il dans l'époque moderne? Va-t-on trouver un argument qui valorise ce feu qui nous anime? Il faut attendre le XVIIe siècle, notamment notre cher Spinoza, pour que la noirceur entourant la notion s'éclaire un peu. Dans l'Éthique, publiée en 1677, les passions sont des phénomènes naturels, obéissant à des lois nécessaires que l'on doit plutôt comprendre et étudier au lieu de les condamner. La passion, chez Spinoza, est interprétée en termes de passivité. En somme, chez lui, elle est une idée inadéquate, une idée confuse, qui s'oppose à l'action, qui, elle, est toujours une idée adéquate. Pour simplifier, l'action est entièrement déterminée par la nature de celui qui en est l'auteur, on est volontaire, alors que la passion est le résultat de l'action des choses extérieures sur celui qui l'a subie. D'un côté, on est maître, de l'autre, on est esclave. Difficile à admettre, mais ma passion pour le trampoline n'est pas le fruit de ma volonté, c'est plutôt l'action du trampoline sur moi. Pas simple, n'est-ce pas? Mais ce que Spinoza affirme en même temps, c'est que la passion n'est pas une nuisance en soi. Contrairement aux philosophes de l'Antiquité, il ne la condamne pas. Il s'agit seulement d'une force qui met en mouvement, et il faut simplement le savoir. Pour y voir plus clair, il propose donc une classification des passions, une sorte de mode d'emploi pour mieux les vivre. Chez Spinoza, il y a 3 passions fondamentales. Le conatus, qui est le désir de persévérer dans son être, la joie, et enfin la tristesse. Et au bout du compte, ce que Spinoza nous explique, c'est que ces passions sont normales. Il est donc absurde de lutter contre la passion en soi. Ce serait comme lutter contre la force de vie qu'est le conatus. Lutter contre la passion, c'est lutter contre le sujet passionné, et donc diriger son combat pour la vie contre soi-même. Lutter contre le conatus, contre la joie, contre la tristesse, revient à lutter contre la vie au nom de la vie même. La passion est normale. Dans tous les corps animés, il y a de la passion. Le saisir, c'est déjà un peu s'en libérer et l'accepter. Vous êtes rassurés? Quoique très différente, on retrouve une même démarche explicative chez Descartes. En 1649, René Descartes publie son dernier ouvrage, Le Traité des passions de l'âme, qui reprend la distinction entre passion et action, appelant la passion ce que le sujet éprouve et action ce qu'il fait plutôt éprouver aux autres. Jusque-là, rien de très différent. Mais Descartes fournit une explication qui est à la fois psychologique et physiologique. Les passions pour lui sont toujours des passions de l'âme, c'est-à-dire qu'elles sont des modifications, des changements internes de l'âme, causés par les impulsions du corps. En fait, le fonctionnement est le suivant. Les passions sont excitées en l'âme sans qu'intervienne la volonté, ni aucune action de l'âme d'ailleurs. Descartes considère la passion comme une sorte de surprise de l'âme par le corps, un tumulte d'origine physique auquel la volonté fait défaut. Donc le mécanisme est assez simple à comprendre. Les esprits animaux, à savoir les parties les plus fines du sang, se dirigent du cœur vers le cerveau et se propagent dans les nerfs. L'âme, étant véritablement jointe à tout le corps, eh bien forcément, elle subit l'impact. Et oui, la prochaine fois que vous irez
jouer votre salaire au casino, vous pourrez dire que c'est la faute aux esprits animaux qui naviguent dans votre sang et qui atteignent votre âme. Le plus important à retenir chez Descartes est que la passion est jugée bonne, tant qu'elle dispose l'âme à vouloir ce qui lui est utile. Et nous voilà à mi-parcours. Chez Spinoza, on normalise la passion, chez Descartes, on engage à voir ce qu'elle a de bon. Si vous développez une passion pour le jus de céleri, pas de panique, même si vous la subissez, même si cette passion vient de l'extérieur et qu'elle n'est pas le fruit de votre action, mais plutôt de quelque chose qui vous a traversé, vous n'avez pas à la craindre. Enfin, une bonne nouvelle dans ce podcast, n'est-ce pas ? Mais, ne vous réjouissez pas trop. Car pas d'exploration sur la passion sans évoquer notre cher Emmanuel Kant. Au vertige de l'amour, du trampoline, du jus de céleri ou du casino, Emmanuel Kant ne connaissait sans doute pas grand-chose. Sa vie n'était pas franchement propice au tumulte passionnel. Ses journées étaient toutes identiques, uniquement consacrées à la méditation et à l'enseignement. Aucun événement, ni désordre amoureux, ne pouvait troubler cette existence purement intellectuelle. Le quotidien du philosophe était entièrement tourné vers la raison et son usage. Le mérite de la pensée kantienne est donc qu'elle ne se contente pas d'opposer raison et passion. Bien que valorisant l'une pour condamner l'autre, ce que le philosophe nous dévoile, ce sont leurs mécanismes respectifs. D'un côté, Kant définit la raison comme tout ce qui ne vient pas de l'expérience, mais bien de la réflexion. Dès lors, la raison est une sorte de phare, un pouvoir d'analyse, de recul, de déduction. La raison est ce qui nous permet d'acquérir des connaissances et d'agir d'une façon mesurée. De l'autre côté, la passion, elle, est un sentiment qu'aucun propos ni aucune action ne parviennent à maîtriser. Elle est une disposition de l'esprit sur lequel la raison n'a aucune prise, comme une sorte de territoire sauvage. Chez Kant, la passion n'est pas une simple émotion, mais c'est une véritable maladie, une maladie de l'âme, et le terme est volontairement très fort. La passion gangrène l'esprit, qui s'exprime alors à travers une agitation insatiable. Dans son anthropologie, Kant franchit une étape supplémentaire. Plus encore que définir la passion, il dévoile surtout les risques que l'on encourt en y cédant. Il affirme par exemple que l'amour passionnel est dangereux car il mène irrésistiblement à l'accomplissement d'actes moralement condamnables. Et oui, si la passion empêche toute réflexion, elle nous fait aussi faire de mauvais choix. Quand on est amoureux, nous ne sommes plus en mesure d'écouter notre raison profonde, et certainement pas nos parents, nos amis, qui aimeraient nous conseiller. Nous n'arrivons plus à comparer, juger, mesurer, choisir, affronter, questionner. Nous sommes pris au cœur de cette tempête, comptant frénétiquement les minutes qui nous séparent de l'être aimé. Fragilisé dès que l'autre est absent et ne peut alimenter ce feu. Lorsque nous sommes passionnés, nous sommes happés par la fougue. Et c'est pareil, bien au-delà de la passion amoureuse. Dans toutes les passions, nous sommes dépossédés des outils nécessaires à l'exercice de la morale. Car dans la philosophie de Kant, la loi morale a précisément pour socle la raison. Donc sans raison, pas de morale. Être moral, c'est agir de telle façon que notre action puisse être établie universellement. En somme, avant d'exécuter quelque chose, il faut se demander si notre acte serait bon pour tous. Et pour se le demander, vous avez compris le principe, il faut être capable de mettre en œuvre sa raison, et pas uniquement d'écouter son cœur battre au son des passions. La raison et la moralité sont donc liées. Perdre la raison, c'est aussi renoncer à la moralité. Être passionné, c'est donc être immoral. Vais-je vraiment terminer de cette façon ? Que faire, que dire de ces passions qui nous poussent à nous lever le matin, de ces passions qui ancrent notre détermination dans le vivant ? Que dire de la passion qui nous permet de déplacer des montagnes, de renverser la table et peut-être même de changer un peu ce monde ? Pour Nietzsche, le son est un peu différent.
Car chez Nietzsche, les passions affirmatives, comme la santé ou même l'amour sexuel, ne sont pas à craindre. Au contraire, elles manifestent la volonté de puissance de l'homme, libéré des valeurs métaphysiques. Nietzsche dévoile le fait que chaque individu possède en lui une énergie qui agit tel un moteur, nous poussant toujours un peu plus loin. C'est ce qu'il appelle justement la volonté de puissance. Il écrit « La vie est, à mes yeux, instinct de croyance, de durée, d'accumulation de force, de puissance. Là où la volonté de puissance fait défaut, il y a déclin. » Et c'est exactement cette puissance qui s'exprime par exemple dans les passions heureuses, sur laquelle repose le nihilisme actif, grâce auquel nous allons bâtir des valeurs inédites. La passion, les passions nous éloignent du détachement maussade, de la pluie sinistre. Les passions attestent du fait que l'on est vivant. La passion, lorsqu'on s'appuie surtout sur une passion positive, en somme, apprend à se surpasser. C'est dans notre acharnement à aller au-delà de nos peurs, de nos habitudes, de notre confort, qu'on libère la puissance de vie qui est en nous. C'est seulement de cette façon qu'on intensifie les joies de l'existence et qu'on abandonne ce qui nous affaiblit. Lorsque nous sommes passionnés, nous renonçons à l'oisiveté, à l'indifférence, à la peur. On fait triompher la vie. Alors, bien que ce combat traverse parfois des zones de trouble, cela en vaut la peine. Peut-être que l'enjeu n'est pas de choisir son clan entre raison et passion, mais bien de choisir ses passions, celles qui nous agrandissent, celles qui nous élèvent, celles qui agrandissent notre âme, plutôt que de l'abattre, plutôt que de la consumer. Mais peut-être aussi pouvons-nous nous inspirer de chacun des invités du jour. Peut-être que nous pouvons mettre de la passion dans nos discours avec Aristote. Peut-être que nous pouvons les équilibrer avec les épicuriens, les comprendre avec Spinoza et Descartes, les éliminer, en tout cas les plus négatives et les plus dangereuses, avec Kant. Et enfin, choisir les meilleures avec Nietzsche. Comme souvent, tout est histoire de nuances. Et avant de vous laisser cheminer à travers vos passions, voici quelques mots de ma chère Anne Dufourmontel, qui, je crois, rend hommage à la passion dans son éloge du risque. « On veut l'intensité sans le risque, » écrit-elle. C'est impossible. L'intensité, c'est le saut dans le vide, la part d'inédit, ce qui n'a pas été encore écrit et qui pourtant en nous est en attente de précisément ça. La passion est une disposition qui naît en nous depuis l'enfance, que l'on peut faire croître ou diminuer, mais totalement altérer. Jamais. Écoutons nos dangers, écoutons nos risques. Ils ne sont pas un caprice, ils ne sont pas une caricature d'occidental en quête de sensations. Au contraire, nos risques passionnés, sont le chemin qui nous permet de retrouver notre cohérence. Alors, je vous souhaite des passions lumineuses, plus que jamais. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas qu'ici, il n'est pas question de leçons, mais juste d'une proposition, d'une hypothèse, qu'il vous appartient de confirmer ou non. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire, d'oser et de vous rappeler qu'il n'y a rien de plus sexy que la philosophie.